Nous allons poursuivre pour la troisième séance consécutive notre tour d'horizon sur les théories fondatrices de l'analyse du discours. Vous vous souvenez que nous avions fait une première conférence sur les hypothèses et les perspectives théoriques de Michel Pêcheux, qui est vraiment le fondateur et le premier à avoir élaboré une perspective spécifiquement liée à l'analyse du discours. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la théorie de l'idéologie de Louis Althusser, qui était en réalité le point de départ de Pêcheux, en montrant qu'il y avait chez Louis Althusser à la fois une théorie originale de l'idéologie, liée à une intuition de type linguistique très forte, même si elle n'était pas spécifiquement développée, mais que ça a été le point de départ de la réflexion systématique de Michel Pêcheux. Aujourd'hui, nous allons faire porter cet exposé sur la conception du discours tel que l'a élaboré Michel Foucault. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que Michel Foucault, en fait, représente une alternative à la fondation historique de l'analyse du discours, dans la mesure où Michel Foucault ne s'inscrit pas dans le cadre de la réflexion marxiste. En même temps, la rupture n'est pas entièrement consommée parce qu'un certain nombre de bases théoriques sont communes avec la première mouvance, puisque biographiquement, dans sa formation intellectuelle, Michel Foucault a aussi bénéficié des enseignements de Louis Althusser. Donc Michel Foucault est également normalien, et Althusser, comme Canguilhem, auquel j'ai fait référence, ou Bachelard, sont des auteurs qui ont inspiré sa réflexion épistémologique sur la notion même de discours et de pratique discursive. Quelques repères que vous avez sur le document, l'un des documents que je vous ai communiqué par l'intermédiaire de Julien Longhi. D'abord le plan de l'exposé, et puis la bibliographie que je voudrais rapidement commenter. Alors évidemment, la bibliographie relative à Michel Foucault, d'abord ses propres œuvres, et à plus forte raison toute la tradition de commentaires savants est très abondante. Donc j'ai sélectionné des titres qui peuvent être d'emblée des façons très indiquées de prendre connaissance de sa réflexion. Pour ce qui est de Michel Foucault, j'ai simplement indiqué ici deux de ses ouvrages, L'archéologie du savoir de 69 et L'ordre du discours de 70, qui est sa leçon inaugurale au Collège de France. Et je parlerai à la fois des grands concepts de Foucault et plus spécifiquement de la théorie du discours qui, à mon sens, n'a jamais été aussi précisément formulée que dans sa leçon inaugurale de 1970, avec cette notion d'ordre du discours. En ce qui concerne les mises en perspective biographiques et les discussions ou les présentations de type beaucoup plus théorique, j'ai suggéré la lecture de l'une des premières biographies qui a été consacrée à Michel Foucault, c'est celle de Didier Héribon, qui a été publiée à la fin des années 80 et qui est une très bonne biographie, même s'il a des travaux plus pointus aujourd'hui, mais en attendant, ça donne une idée, y compris du personnage et de sa plasticité et de l'envergure de son travail. J'ai aussi suggéré la petite étude de Frédéric Gros, Michel Foucault, qui est un cossège très bien fait. Et puis, pour des raisons que nous allons voir au cours de l'exposé, un parallèle, précisément avec une théorisation que je trouve assez proche, qui est celle de Pierre Bourdieu, ce que parlait veut dire l'économie des échanges linguistiques, qui a discuté pas tant d'ailleurs Foucault que l'héritage de la pragmatique linguistique. Le lien est évident bien qu'il ne soit pas apparent, et c'est en cela que Foucault faisait rupture dans sa genèse intellectuelle avec le paradigme marxiste dominant des années 70-80, c'est que Foucault était absent de France en 1968. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, Foucault était absent de France. Il enseignait à la faculté de Tunis à ce moment-là. Et dans ce contexte, il avait pour collègue Gérard Deldal,
un grand universitaire spécialiste de sémiotique, celui qui a fait connaître les travaux de Peirce aux lecteurs francophones. Et sous l'influence d'Eldal et du fait de sa lecture des textes de Peirce, Foucault a été sans doute un des premiers penseurs français à s'intéresser à ce qu'on appelle la pragmatique. Ce qui fait que sa théorie du discours est précocement, dirais-je, empreinte de perspectives qui vont être ensuite banalisées par la philosophie dite du langage ordinaire, les travaux d'Austin et leur réception, leur discussion par Émile Benveniste, leur développement par John Searle et de nouveau la discussion de cette école par Oswald Ducrot. Donc vous voyez, on a une sorte de nébuleuse intellectuelle qu'il est important de reconstituer parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tout cela paraît lointain et on ne voit pas trop bien les filiations. Mais Bourdieu, en tant que sociologue qui s'est aussi intéressé aux évolutions des sciences du langage, a fait une critique de la philosophie analytique, qui n'est pas toujours pertinente d'ailleurs, mais qui d'une certaine manière fait écho à la réflexion foucaldienne sur la sensibilité pragmatique d'une réflexion sur les discours. Donc voilà pourquoi j'ai mentionné Bourdieu, et nous aurons des raisons de revenir à cela tout à l'heure. Donc voilà pour le périmètre un général intellectuel. Je me suis permis de mentionner mon étude sur les éléments d'analyse du discours pour la simple raison que dans un des chapitres, je présente à la fois Althusser et Foucault et qu'il y a des schémas qui permettent de mieux prendre conscience des perspectives théoriques avec des visualisations qui permettent d'aller aux structures mêmes. Voilà. J'ai aussi signalé 2 numéros spéciaux qui sont d'une lecture aussi intéressante qu'agréable. 2014, le numéro hors série du Point consacré à Michel Foucault. Et plus récemment, un numéro également hors série de Philosophie Magazine consacré à Michel Foucault, donc au cours de l'hiver 2018. Les 2 numéros spéciaux sont évidemment des informations de première main, avec des contributions intéressantes. Et le dernier, évidemment, rend compte, avec beaucoup plus de distance que le précédent, de la richesse de la réflexion foucaldienne et des grandes scansions intellectuelles de son œuvre. Donc je pense qu'avec tout cela, vous avez matière à être incollable sur Foucault. Et j'ai aussi indiqué un document audiovisuel, Foucault contre lui-même, qui est un DVD, une archive de l'INA. Donc vous avez de quoi vous renseigner comme il faut. Je reviens maintenant au plan de mon exposé. Vous voyez, il est en 4 points principaux. J'accepte la conclusion pour l'instant. Commençons par situer Foucault dans son époque et en nous intéressant d'emblée au mouvement de sa pensée. Ensuite, je viendrai à une deuxième partie de mon propos qui portera donc sur les thèses que Foucault a exposées dans l'ordre du discours, sa conférence inaugurale au Collège de France. Mais avant d'en venir à ce noyau dur de la théorisation discursive, je considère les grandes lignes de sa pensée pour vous montrer en même temps à la fois sa diversité et ses invariants. Alors, je vous ai indiqué donc la provenance intellectuelle de Foucault qui est entre l'influence althusserrienne et l'influence anti-historiciste et en même temps dite structuraliste bon, à la fois Althusser et à la fois l'épistémologie française, l'école française, Bachelard et Canguilhem. On a aussi cette extériorité relative au champ intellectuel hexagonal de l'époque. Foucault est ouvert à d'autres influences que celles qui saturent le champ intellectuel, notamment parisien. Et c'est ce qui fait sans doute son originalité. Il n'a pas cette dépendance, cette suggestion au modèle hyper revisité dans un petit microcosme. Il a une sorte de hauteur par rapport aux autres théoriciens de son époque. Sans compter que Foucault se défend d'être un théoricien du discours, voire un philosophe à strictement parler, c'est d'emblée un auteur dont la perspective est transdisciplinaire. Son propos, évidemment, est celui d'une archéologie des sciences sociales, comme il le dit, mais c'est aussi un auteur qui s'inscrit dans la perspective nietzschéenne de la généalogie. Donc il développe un modèle généalogique. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle généalogique par rapport à un modèle historique ?
c'est que la généalogie, au fond, consiste à partir du présent pour revenir au présent, en sorte qu'il s'agit d'éclairer notre époque à partir de ces déterminismes antérieurs. Ce qui intéresse Foucault, d'abord, et c'est assez peu connu, le champ de la psychologie et l'histoire des idées psychologiques, tout en se défiant de la notion même d'histoire des idées. Et c'est ça qui est l'originalité chez Foucault. Foucault avait hésité apparemment entre une carrière d'enseignant philosophe et une carrière de praticien en psychologie. C'est ce qui explique aussi son intérêt persistant pour les institutions fermées et en particulier pour l'institution psychiatrique qu'on retrouvera dans la fameuse à la fois Histoire de la folie et la naissance de la clinique. Donc Foucault, il faut le savoir, s'est d'abord intéressé à la psychologie et aussi à tout un courant de la psychologie qui commence à être mieux connu aujourd'hui. Mais là aussi, il a été pionnier pour ce qui est d'introduire ce paradigme en France. Foucault s'est intéressé à la psychiatrie phénoménologique et à ce qu'on appelle plus généralement la psychanalyse existentielle. Foucault est un des traducteurs de Ludwig Binswanger et le premier traducteur très certainement du texte Rêve et existence. Alors on dit, vous voyez, par rapport à l'image la plus populaire de Foucault, on est très loin de ce que les médias véhiculent. Foucault est d'abord quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il y a de plus, on pourrait dire, subtil dans le champ psychiatrique et phénoménologique, et il traduit Rêve et existence. Par la suite, il va s'intéresser plus frontalement à la question des rapports entre savoir psychiatrique et savoir psychologique et institutions psychiatriques. Et Foucault va donner l'impulsion d'une nouvelle ligne de recherche, encore une fois à cheval sur différentes disciplines, en se posant la question des conditions de possibilité de la structuration des disciplines, ce qu'il appelait les disciplines. Alors, il faut s'arrêter un moment sur ce mot de discipline. Comme on le sait, en français, discipline est un terme qui désigne à la fois un ensemble de contraintes, mais également des champs de savoir. Et c'est ça l'originalité de Foucault, c'est même l'invariant de sa pensée, c'est d'analyser constamment les liens qui existent entre savoir et pouvoir. D'où la grande insistance qu'il met à examiner de près les mécanismes institutionnels en tant que ces mécanismes institutionnels qui sont des mécanismes de pouvoir, et comme il le dit aussi de micro-pouvoir, articulent des disciplines au sens intellectuel et culturel, donc des élaborations d'ordre cognitif ou gnoséologique plus exactement. Passons en revue les grands acquis de la recherche de Foucault. On a évidemment, à partir de 61, au-delà des travaux de jeunesse, l'histoire de la folie à l'âge classique, qui est en fait une étude sur la modification du concept de folie. Foucault croit discerner à partir du XVIIe siècle la naissance de ce qu'il appelle un partage, c'est-à-dire l'élaboration d'une opposition qui va désormais devenir structurante entre folie et raison, en disant que toute culture a besoin de définir ce qui la limite. Ça, c'est l'expression de Foucault. Toute culture a besoin de définir ce qui la limite, c'est-à-dire, en l'occurrence, le partage raison des raisons. Alors, évidemment, on a aussi un enjeu philosophique. Il attribue aussi au cartésianisme, en quelque sorte, il impute au cartésianisme d'être l'un des points d'origine de ce partage entre raison et déraison, avec l'essor d'un rationalisme intellectuel qui, dit-il, sera à l'origine de tout un ensemble de partages structurants qui vont, d'une certaine manière, peser lourd dans la formation des micro-pouvoirs. Il fait observer, pour justifier cette équation, cette opposition, plus exactement entre folie et raison, raison et déraison, qu'en effet, entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle, le statut du fou a changé dans la société occidentale. Le fou, dit Foucault, au Moyen-Âge, est perçu comme un envoyé de Dieu, comme porteur d'une parole sacrée, d'une parole qu'il faut respecter. Au XVIIe siècle, en revanche, le fou est celui qui échappe à la norme de la rationalité. Et à ce moment-là, dit-il, on l'enferme. On pourrait dire que dans certaines sociétés restées traditionnelles, moi j'ai des souvenirs d'enfance en Afrique du Nord, le fou est quelqu'un que l'on respecte. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais enfin, le fou du village, c'était une sorte de sage, en fait.
C'était pas un aliéné qu'il fallait enfermer avec des camisoles. Les enfants jouaient avec lui, c'était un original, quelqu'un qui avait une sorte d'illumination. Bon. Je ne parle pas des fous dangereux, hein, je parle des délirants ou des subdélirants. Voilà. Il y a un côté presque de sorte de patriarcal, avec une forme de tendresse, comme ça, c'est le vieux fou. Bon, on va l'écouter, c'est un sage. Bon. Alors, ce que dit Foucault, c'est qu'en Occident, cela existe, mais à partir du XVIIe siècle, le partage raison des raisons se met en place, et se met en place alors, avec l'exclusion du fou, le principe même de l'exclusion à l'intérieur de la société occidentale. Donc, on voit se profiler sa théorie du discours avec cette intuition, finalement, que le discours, ce n'est pas quelque chose dont n'importe qui peut s'emparer, que le discours, c'est avant tout un processus de sélection, de distribution, d'exclusion et de domination. Voilà la perspective foucaldienne sur le discours. Le discours, c'est un mécanisme, je répète, d'exclusion, de répartition ou de distribution, des rôles et des places, si vous voulez, mais aussi des savoirs, de domination et très certainement de régulation de ces hiérarchies. En 1963, Foucault va publier un autre ouvrage majeur qui est La naissance de la clinique, qui est considéré comme, selon son expression, une archéologie du regard médical. Donc, après avoir fait l'histoire de la folie, il va faire l'histoire de l'institution clinique. Bon, c'est un pas en avant, c'est une entreprise corrélative, et c'est dans cette naissance de la clinique qu'il introduit le concept d'archéologie. L'archéologie est un projet méthodologique qui organise la recherche, selon Foucault. Et il s'intéresse, je reprends son expression, au domaine des choses dites. Le domaine des choses dites, c'est sa définition, non pas de l'archéologie, qui est la perspective, mais de ce qu'il appelle l'archive. Qu'est-ce que c'est qu'une archive? C'est le domaine des choses dites. Donc voilà la perspective archéologique. Elle va s'intéresser non pas seulement à l'histoire événementielle, comme on la connaît depuis la grande historiographie positiviste, mais au domaine des choses dites, c'est-à-dire au discours, au pluriel, en tant qu'ils articulent les pratiques sociales. Et c'est ça qui est très original chez Foucault. Autrement dit, contrairement à Althusser, on ne peut pas dire que la perspective discursive se déduise d'une perspective sociopolitique, c'est le contraire. La perspective historique se déduit d'une réflexion sur les pratiques discursives. Autrement dit, pour Foucault, on a une thèse, pour dire sémiotique très forte, c'est le premier à le dire de cette manière, mais je le dis ici avec mes mots. Pour Foucault, ce sont les pratiques discursives qui configurent les pratiques sociales, et pas le contraire. C'est-à-dire que les discours ne sont pas des reflets des pratiques, ce sont des opérateurs de structuration des pratiques. Et c'est ça la perspective pragmatique chez Foucault, la perspective pragmatique avant la lettre. Avant la lettre dans le contexte intellectuel français, parce que de leur côté, à la même époque, les théoriciens de la philosophie analytique développent la speech act theory, la théorie des actes de parole avec Austin. C'est la même époque, hein, les années 60, c'est l'époque où Austin fait ses conférences à Harvard sur la théorie des actes de parole. Et l'archéologie de Foucault se développe en même temps, mais on l'a vu sous l'influence de la lecture de Peirce dans le contexte complètement extérieur à l'Hexagone. Puis, nous avons deux autres contributions importantes. La grande enquête de Foucault sur le système carcéral occidental, le fameux ouvrage Surveiller et punir, qui commence par une description terrifiante du supplice du meurtrier du roi Henri IV, de Ravaillac, pour montrer que finalement, le droit pénal, avant les grandes réformes rationalistes des Lumières et de Beccaria notamment, c'est un droit cruel, c'est un droit qui manifeste la puissance du souverain, et que les corps appartiennent au souverain, et que si la transgression, le corps doit être massacré dans la plus extrême douleur. Ceci pour indiquer que la rationalisation dont il a identifié le point d'origine avec l'histoire de la folie va aussi faire son entrée dans le système du droit pénal et forcément conduire à de nouvelles pratiques, évidemment considérées comme plus humaines. On ne massacre plus les gens en place publique, mais on les enferme. Autrement dit, ce qui est précieux dans cette enquête sur la naissance de la prison, dans Surveiller et punir, c'est de montrer que finalement, il y a différentes manières de punir. On surveille les gens plutôt que de les torturer en place publique.
Et la surveillance fait identifier à Foucault un processus, ou un procédé plus exactement, dont il trouve le point d'origine chez l'utilitariste Jeremy Bentham, dont le paradigme serait le fameux panoptique, c'est-à-dire un édifice circulaire et très économique en son principe, au centre duquel se tient un tour de garde, et il suffit d'un surveillant pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur d'une multitude de cellules à différents étages de ce même édifice carcéral. Donc la notion de punition, finalement, est intériorisée par le regard du surveillant, dont on ne peut même pas deviner la présence. Ce qui fait que le prévenu, le détenu, peut éventuellement se sentir constamment surveillé ou susceptible de l'être, observé. Donc on voit effectivement comment les mutations, d'une certaine manière, du concept même de sujet, être sujet du roi ou être sujet de droit, ça n'est pas la même chose. Ça induit des déplacements dans la compréhension même de la répression et de l'application de la loi. Et bien entendu, cela va se développer au profit d'une rationalisation de plus en plus forte, qui très certainement va développer des formes d'emprise différentes sur les corps. Encore une fois, c'est pas tant le supplice que l'intériorisation de la norme. On pourrait faire un parallèle avec la littérature. À sa manière, Kafka avait aussi pressenti cette ambivalence du droit pénal à travers une nouvelle très profonde, très violente aussi, qui s'appelle La colonie pénitentiaire, où il décrit à l'occasion de la visite dans une colonie pénitentiaire le fait que les détenus qui manqueraient au règlement interne seraient suppliciés avec une herse qui graverait dans leur dos la sentence. Donc en fait, on voit que pour Foucault, l'intériorisation de la punition dans le nouveau système carcéral, c'est l'intériorisation de la norme. Alors dans la nouvelle de Kafka, c'est l'intériorisation de la punition sur le corps même, ce qui rappelle le supplice, mais en même temps, il y a l'idée que la loi, c'est une lettre, et qu'on l'inscrit dans le corps du sujet, ce qui se fait par le biais du regard du surveillant, qui va en permanence donner le sentiment d'une oppression symbolique à celui ou celle qui est enfermé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la façon dont Foucault analyse la rationalisation, pas tant seulement du savoir, dans le contexte du cartésianisme et du rationalisme intellectuel, mais la rationalisation de ce paradigme dans ses effets sociétaux. Le rationalisme intellectuel, dit Foucault, n'a pas seulement concerné le champ philosophique, ce n'est pas seulement une révolution gnoséologique, c'est une révolution dans l'ordre du pouvoir. Ça va ? Et bien entendu, ça ouvre un débat considérable parce que ça met en crise, en effet, la notion d'histoire des idées, parce qu'on ne peut plus se permettre, ayant ouvert une telle perspective, d'étudier Pascal comme un lointain précurseur de Kant. On est obligé d'étudier, Descartes comme un lointain précurseur de Kant. On est obligé de l'étudier dans une configuration intellectuelle qui est aussi une configuration sociétale et institutionnelle. Qu'est-ce que le rationalisme intellectuel nous dit des formes d'affirmation de la rationalité dans les autres secteurs que le seul secteur intellectuel? Autrement dit, Foucault met en cause l'idée qu'il puisse y avoir une histoire des idées, abstraite, un peu dans l'air, comme ça. Et d'une certaine manière, il reprend aussi la critique de Marx, qui était le premier à faire la critique de l'histoire des idées. Il n'y a pas d'histoire des idées, il y a une histoire globale. Et l'histoire des idées est une façon quelque peu artificielle d'extraire une dynamique intellectuelle qui serait autonome. Or, rien de tel n'existe. La dynamique intellectuelle elle-même fait partie d'une dynamique globale. Donc on voit que Foucault va plus loin que Marx, puisqu'il renverse la relation entre ordre des pratiques et ordre symbolique. Pour Foucault, encore une fois, l'ordre symbolique, l'ordre du discours n'est pas le reflet des pratiques, c'est l'ordre du discours qui façonne et qui configure les pratiques. Et c'est ça la perspective pragmatique implicite chez Foucault. Alors, elle cesse d'être implicite, cette perspective, à partir de 1966, dans un ouvrage qui est une véritable somme, qui s'appelle « Les mots et les choses », sous-titré « Une archéologie des sciences humaines ». Au fond, ce que Foucault essaie de faire, c'est la généalogie ou l'archéologie des connaissances concernant l'homme.
et de montrer en quoi cette notion d'homme est avant tout tributaire d'un concept qui est au travail, là aussi à partir d'une certaine époque, et qui est le produit de mutations. Et ce sont des mutations qui réorganisent le champ du savoir. Autrement dit, la notion même d'humanisme est tributaire, pour Foucault, de ce qu'il appelle un champ épistémologique ou une épistémée, et qui définit en fin de compte tout domaine comme un ensemble de limites avec les développements de cet objet, entre guillemets. Alors, la notion d'épistémé, effectivement, va prendre corps dans ce contexte, et là, vous avez un schéma dans la documentation que je vous ai envoyée qui représente à grands traits cette analyse de Foucault. Pour Foucault, une épistémée, c'est un ensemble de conditions de production, pourrait-on dire. C'est une archive à part entière, avec ses invariants, avec ses structures, avec ses thèmes, avec ses objets nodaux. Et Foucault, dans cette perspective des mots et des choses, fait apparaître 3 épistémés pour ce qui est de la période qu'il analyse. Il distingue entre l'épistémé de la Renaissance, l'épistémé classique et l'épistémé moderne liée à la révolution industrielle. Donc la Renaissance, l'âge classique et l'époque moderne à partir de la révolution industrielle. Chacune de ces épistémées, dit Foucault, est marquée par une attitude théorique dominante. La Renaissance est marquée par l'attitude intellectuelle de l'analogie. Tout est un analogone à autre chose, chaque objet est analogue à un autre. Et ce qui prévaut en termes de catégorie dominante, c'est ce que Foucault appelle la loi de correspondance. Autrement dit, la Renaissance, qui, on le rappelle, a vu le développement de la première philosophie naturelle, c'est-à-dire au fond de la première observation scientifique du cosmos, va mettre en œuvre un paradigme qui est celui de l'analogie entre le macrocosme et le microcosme. Et tout est pensé sur ce registre-là. Donc c'est la loi des correspondances qui fonctionne. Loi des correspondances qu'on retrouvera bien plus tard exploitée par l'esthétique symboliste. Bon. La deuxième épistémée dont nous parle Foucault, c'est l'épistémée classique, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il en repère l'émergence avec le rationalisme intellectuel cartésien, donc avec la perspective de l'analyse philosophique et scientifique. On sait que Descartes, tout comme Platon, mais dans une perspective beaucoup plus actuelle, au sens d'une actualisation des données, des chiffres, comme le fera Leibniz un peu plus tard, Descartes prend pour paradigme de référence de ce qu'est la vérité l'analyse mathématique. Donc l'âge classique se développe avec cette attitude théorique qui valorise l'analyse, dans la philosophie naturelle notamment, et qui met au centre de son dispositif la catégorie dominante de la raison. Ça, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Enfin, troisième épistémée, c'est celle dont nous serions en train de sortir, dit déjà Foucault lorsqu'il publie son ouvrage, c'est l'épistémée moderne qui a pris corps avec la révolution industrielle, la première révolution industrielle. Et pour lui, c'est dans ce cadre-là qu'on a vu se former les sciences humaines. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu émerger un nouveau souci théorique qui est le souci pour l'homme comme objet de connaissance. Et cette perspective historique, finalement, c'est en effet celle qui domine, y compris dans l'histoire de la philosophie, avec ce qu'on appelle l'historicisme ou avec ce qu'on appelle le positivisme, qui sont 2 modalités de cet historicisme. Et la catégorie dominante sur le plan de la perspective intellectuelle, c'est le concept d'évolution. Donc vous voyez, on a 3 grandes épistémées, la Renaissance, l'âge classique, l'âge moderne, 3 attitudes théoriques, l'analogie, l'analyse, la perspective historique qui donne forme aux sciences humaines, et enfin 3 catégories dominantes, la loi de correspondance, le concept de raison et le concept d'évolution. Et ce que dit Foucault, c'est intéressant comme, disons, enseignement dont on peut tirer une leçon de méthode, c'est qu'on ne peut comprendre une épistémée qu'une fois que l'on en est sorti. On ne peut comprendre une épistémée qu'une fois que l'on en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça rejoint d'une certaine manière la problématique de l'évidence qu'on retrouve, qu'on avait déjà rencontrée chez Althusser et chez Pêcheux. C'est-à-dire que lorsque nous vivons à l'intérieur d'une configuration sociétale, pour des raisons évidentes, on est toujours l'enfant de son époque,
eh bien, on a le sentiment d'être dans une sorte d'état de nature, et que tout ce que nous pensons, tout ce qui advient, est une évidence de nature. Or, nous n'avons donc pas les moyens, en participant pleinement de notre époque, de rendre compte de notre époque comme si cette époque pouvait être vraiment un objet de connaissance, parce que nous en participons. Donc en fait, Foucault fait apparaître d'une certaine manière une perspective herméneutique. Les signes d'une époque demandent à être interprétés. Il ne va pas de soi de produire une analyse scientifique de sa propre époque, surtout si on est tributaire d'une époque à l'intérieur de laquelle l'homme est un objet de connaissance qui a été d'une certaine manière naturalisé, puisqu'on parle de l'homme avec un grand H. Il n'y a pas l'homme avec un grand H, il y a des hommes, il y a des individus pris dans des sociétés. C'est ça l'évidence, ce qu'Althusser appellerait une évidence idéologique, c'est-à-dire une construction culturelle qui nous semble être présente de toute éternité et opératoire de toute éternité. Or, c'est seulement la perspective archéologique, c'est-à-dire la mise en perspective généalogique des objets, qui permet de les identifier comme des objets historiques. Voilà pour la contribution foucaldienne à cet éclairage finalement sur la longue durée relativement. Autre mouvement de pensée important, c'est ce qui apparaît en 1969 avec son grand texte aussi, l'archéologie du savoir, donc celui que j'ai retenu dans la bibliographie parce que c'est celui qui a le plus concerné d'une certaine manière les gens qui se sont intéressés au discours et à la théorie du discours. Avec l'archéologie du savoir, on a un tournant dans l'histoire même de l'œuvre de Foucault, puisqu'il s'agit d'un réexamen critique de ses différents travaux. Il dit, je le cite, qu'il faut prendre la mesure des mutations qui s'opèrent en général dans l'histoire. Il faut prendre la mesure des mutations qui s'opèrent en général dans l'histoire. C'est ça l'archéologie du savoir. Et il ajoute, il faut mettre en question les méthodes, les limites, les théories propres à l'histoire des idées. Donc là, c'est très explicite. Mettre en question les méthodes, les limites, les théories propres à l'histoire des idées et dénoncer, dit-il, les dernières suggestions anthropologiques. Et dans ce texte-là, il y a l'idée que finalement le visage de l'homme s'effacera comme un dessin sur une sable, sur le sable étant recouvert par le ressac de la mer. Ça veut dire que quelque éternel ou quelque constant que nous paraît un objet intellectuel, c'est toujours une construction d'époque et par conséquent, en tant que tel, une figure éphémère. C'est donc, on pourrait dire, l'introduction d'une forme de relativisme dans l'histoire, dans ce qu'il refuse d'appeler l'histoire des idées, puisque les pratiques de savoir se modifient en même temps que les pratiques sociales. Et surtout, les modifications survenues dans le champ des pratiques discursives opèrent des transformations dans les pratiques sociales. Enfin, un dernier grand mouvement de la pensée de Foucault, c'est le dernier versant de ses travaux, regroupé sous le titre générique d'Histoire de la sexualité, qui comporte trois volumes, le troisième ayant été fortement remanié. En 1976, le premier, l'usage des plaisirs. En 1984, date de l'année de la disparition de Foucault, deuxième volume de l'usage... la volonté de savoir, l'usage des plaisirs, et enfin, en 1984, le souci de soi. Petite parenthèse, Foucault a marqué une évolution dans son cheminement intellectuel après s'intéresser aux liens entre savoir et pouvoir et aux grandes institutions qui caractérisent ce qu'il appelle la politique des corps, finalement. Foucault a essayé de développer une éthique. Et c'est de cette manière qu'il a été amené à s'intéresser aux penseurs grecs et aux écoles de sagesse. Et finalement, sous l'influence de Pierre Hadot, H-A-D-O-T, qui était le premier à réhabiliter l'idée que la philosophie antique a une visée pratique et thérapeutique, Foucault a réinvesti tout le domaine de ce qu'on appelle les exercices spirituels et a donné sa propre interprétation de cette problématique des exercices spirituels en mettant l'accent sur l'idée qu'une éthique contemporaine, postmoderne, serait à l'image des écoles de sagesse, c'est-à-dire une éthique qui mettrait au premier plan le souci de soi. Alors, on a reproché à Foucault de développer une perspective hédoniste,
Mais moi, ce que je voudrais dire en tant que sexagénaire qui avait 23 ans à l'époque de la mort de Foucault et qui avait suivi certains de ses cours et qui avait été impressionné par ses travaux sur les micro-pouvoirs, c'est que non, Foucault n'était pas du tout le protagoniste d'un hédonisme qui s'est généralisé avec le néolibéralisme sauvage, qui a, de manière perverse, je dirais, valorisé cette dernière partie de son œuvre. Je dirais simplement qu'il y a une continuité entre ces premiers travaux et les derniers. Seulement, c'est une certaine lecture de Foucault qui a introduit un clivage, en ne retenant de Foucault que l'auteur de l'histoire de la sexualité, comme si Foucault était quelqu'un qui voulait engager les gens à ne s'occuper que de leur propre nombril. Non, Foucault a montré que l'aliénation était systématique, elle était omniprésente, et par conséquent, il a montré qu'une des manières que les sujets avaient de résister et de s'opposer à cette aliénation généralisée, c'était de se défendre en développant une éthique personnelle. Que cela ait donné lieu à un bordel généralisé, passez-moi l'expression, sous l'effet de la décérébration universelle, ça n'est pas la faute de Foucault. C'est la faute d'une lecture idéologique de Foucault. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que Foucault est un subversif, Foucault est un critique du pouvoir qu'on doit mettre sur le même plan que les théoriciens de l'école de Francfort. Foucault est quelqu'un qui s'est intéressé largement au marxisme, même s'il ne s'est pas reconnu marxiste, mais dont les travaux sont pénétrés de l'analyse agonistique, qui est celle de matérialisme dialectique. Foucault est un lecteur de Freud, et ça apparaît très clairement dans son histoire de la sexualité. Ce que voulait montrer Foucault, c'est qu'en fin de compte, les sujets se défendent. C'est le terme qu'il emploie. Il y avait même une sorte de formule qui était reprise en slogan. Il faut défendre la société. C'est quelque chose qui apparaissait dans ses enseignements du Collège de France. Donc, je n'ai mentionné dans la bibliographie que certains aspects les plus saillants pour des universitaires ou des chercheurs, mais il faut aussi lire, en fonction de vos propres centres d'intérêt, les différentes leçons de Foucault, les séminaires de Foucault du Collège de France. C'est tout à fait différent des grandes œuvres qu'on étudiait à mesure qu'elles paraissaient. Il y a un enseignement vivant de Foucault qu'il a fallu plusieurs décennies pour exhumer, mais maintenant on dispose d'à peu près tous ces séminaires au Collège de France. Ce sont des séminaires thématiques. Foucault n'a jamais cessé de traquer les différents lieux de cristallisation du pouvoir et des formes d'oppression. Donc son histoire de la sexualité, c'est une invitation très militante à ne pas oublier de se défendre à sa petite échelle. Maintenant que cela se traduise par un hédonisme égoïste, n'est pas la faute de Foucault. Il faut lire l'histoire de la sexualité dans la perspective de l'histoire de la clinique, de l'histoire de la folie, de l'histoire de l'institution carcérale, psychiatrique, etc. Et de sa réflexion sur les liens entre pratique discursive et pratique sociale. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand j'ai pris connaissance de ces derniers travaux, effectivement, dans les années 80-90, il m'apparaissait, en tant que lecteur qui le lisait depuis 10-15 ans, qu'il y a une cohérence absolue. Donc attention à un clivage que l'on introduit du fait d'une critique frelatée dans la périodisation de la pensée de Foucault. Foucault n'est pas devenu indifférent au pouvoir et à la politique à la fin de sa vie, c'est tout le contraire. C'est parce qu'il attachait une importance à la résistance aux différentes formes d'oppression que Foucault a tenté, à sa manière, d'écrire l'équivalent de ce qui, chez Sartre, serait les cahiers pour une morale, mais chez lui, ça a pris la forme d'une réélaboration de l'histoire de la sexualité. Il a fait une histoire de la sexualité pour montrer que même la sexualité, et ça c'est cohérent avec son postulat de départ, il y a une politique des corps, que même la sexualité, que l'on croit être un domaine de liberté, est contrainte par des normes, et par des normes historiques et des normes épistémiques ou archéologiques, si vous voulez. Donc non, jusque dans l'intimité, les sujets sont poursuivis parce qu'ils ont intériorisé des normes qui sont des normes religieuses, culturelles, ancestrales, tout ce que vous voudrez. Et par conséquent, la liberté est un terrain à reconquérir en permanence. C'est ça l'enjeu du dernier Foucault. Donc ce n'est pas du tout une invitation à aller dans les boîtes de nuit ou à partir dans les clubs sous les tropiques en étant servi par des descendants d'esclaves. Ce n'est pas du tout le propos de Foucault. J'insiste beaucoup là-dessus. Foucault, ce n'est pas un personnage de Houellebecq. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus.
Et je fais des liens en soulignant l'estime que j'ai pour Houellebecq, qui est aussi un romancier critique. Houellebecq n'adhère pas à ce qu'il décrit, pas plus que Foucault n'adhère à ce qu'il préconise, mais qui a été interprété de manière caricaturale. Voilà, donc c'est très important de situer les choses. Voilà pour le contexte général. Enfin, dernier point de ce préambule, on peut aussi signaler, parce que ce sont des textes moins connus dans la mesure où ils ont été publiés aussi à titre posthume, ce sont les dits et les écrits de Foucault, regroupés en 2 volumes, qui est la somme de ses articles, entretiens, fragments de cours, conférences qui ont été données tout au long de sa vie et qui ne tiennent pas évidemment dans les autres livres les plus connus. Donc il y a tout un Foucault caché en quelque sorte au grand public, y compris au public de ses lecteurs les plus fidèles. Ce sont les textes les moins connus. Un, les séminaires du Collège de France, toujours thématiques et qui posent des problèmes, qui sont des problèmes de politique. Et puis d'autre part, les dits et les écrits qui sont aussi une mine parce qu'un certain nombre de ces écrits, bien entendu, recoupent font écho à ces grands travaux puisqu'ils ont été écrits à la même époque. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est clair dans l'ensemble? Donc vous voyez, on a un mouvement de pensée qui est très systématique et qui consiste à étendre de plus en plus le périmètre de la recherche jusqu'à revenir à la question du sujet, dont malgré tout il était parti, parce que ce que je dois vous dire, c'est que dans le contexte althusséro-marxiste et dans le contexte de la genèse intellectuelle de Foucault, l'ennemi académique, l'ennemi philosophique, on l'oublie trop souvent, c'est la phénoménologie en France. Dans le contexte, pour ces penseurs critiques, l'adversaire, le repoussoir, c'est la phénoménologie. Et en particulier les formes dominantes de la phénoménologie française. 1. L'existentialisme sartrien. 2. La phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Pourquoi ? Parce que pour ces penseurs-là, la phénoménologie reconduit d'une certaine manière ce qu'on appelle l'illusion subjective. On ne peut pas partir du sujet pour comprendre une société. On doit partir de la société elle-même. Donc voilà, c'est très explicite chez Foucault, comme chez les élèves d'Althusser. Il s'agit de mettre en échec la phénoménologie, pas forcément comme perspective, parce qu'elle est intégrée par des marxistes. Je pense à Tran Duc Thao, par exemple, que personne ne connaît, mais qui est un grand normalien qui a influencé beaucoup de ces auteurs-là, qui a fait le lien entre phénoménologie et marxisme. C'était un penseur vietnamien de langue française, mais d'une phénoménologie qui confinerait à une forme de subjectivisme. Or, aussi bien Althusser que Foucault mettent en échec le subjectivisme. Et c'est pour ça que le point de départ, aussi bien d'Althusser que de Foucault, c'est la réfutation d'une certaine phénoménologie. D'accord ? Donc, même si on retrouve précisément avec Foucault la question du sujet dans le dernier versant de sa recherche, ça n'est pas du tout de manière phénoménologique. C'est toujours dans une perspective qui consiste à mettre la notion de sujet, le concept de sujet, et la politique du corps en perspective par rapport à l'archéologie des savoirs. Ça va ? Donc on n'est pas dans une philosophie de la conscience, on est dans une dialectique de l'archéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique du corps aujourd'hui dans une société où les gens se croient libres ? Voilà. Voilà ce que je peux dire en première partie. Je voulais vous éclairer d'abord sur l'empan de la pensée de Foucault, avant d'aborder maintenant, dans un deuxième temps, qui sera plus bref, ces grandes hypothèses en matière de théorie du discours. Et puis surtout, comme je l'ai fait, mettre en perspective son modèle à partir de cette problématique des épistémés. Dernier point, et on fait une pause de quelques minutes. Dans le schéma sur la théorie des épistémés, derrière il y a une coquille, c'est épistémé et non pas épisté, et régime de vérité. En fait, ce qu'il faut ajouter, c'est que Foucault voit apparaître à partir de l'épistémé moderne, dominé donc par les sciences humaines, un effet de fin de partie. Il dit qu'à l'époque où il écrit, nous sommes en train de sortir de l'épistémé moderne. C'est-à-dire que nous sommes en train de sortir de cette problématique qui est celle de l'enfermement, qui a commencé avec l'âge classique. J'ai mis un deuxième schéma qui est complémentaire du premier sur la même page, en faisant correspondre, c'est chez Foucault également, qu'à chaque épistémé correspond une forme dominante de pouvoir central.
La Renaissance est dominée par la figure du souverain, c'est-à-dire du monarque absolu. L'âge classique va introduire déjà une modification à l'intérieur du régime du souverain en faisant émerger le paradigme de l'enfermement. On ne supplie plus, il n'y a plus de supplice, on enferme. Et on enferme tout le monde. Les délinquants, bien entendu, les criminels, bien entendu, mais aussi les fous, entre guillemets. Mais aussi les enfants, dans les écoles, les pauvres. Mais aussi les conscrits dans des casernes. Donc l'enfermement, c'est un paradigme de gouvernementalité. C'est le terme qu'emploie Foucault, la notion de gouvernementalité. Et ce qui est remarquable, et nous en sommes non seulement témoins, mais également sujets, au sens où nous y sommes assujettis, nous avons peut-être vécu, en fonction des âges que nous avons, le passage de la société de l'enfermement à la société de contrôle. Je pense que la plupart d'entre vous, étant jeunes, 20-30 ans, avaient d'emblée grandi dans la société de contrôle. Un sexagénaire a grandi dans la mutation. On passe de la société de l'enfermement à la société de contrôle. Je me souviens très bien de l'époque où, par exemple, dans le droit pénal, pour rester à un point de référence qui est central chez Foucault, avec la crise de surpeuplement des prisons, mais bien que ce ne soit pas terminé, loin de là, on a vu apparaître des nouvelles formes de surveillance, et en particulier avec la révolution numérique, la révolution informatique, le bracelet électronique, etc. La liberté surveillée. Ça, c'est une construction du droit pénal moderne. Donc la peine est là, mais les détenus ne sont plus enfermés constamment. Ils peuvent éventuellement sortir à condition de dormir en prison, etc., etc. Donc c'est ça la société de contrôle. Mais même si on a un casier judiciaire vierge, le contrôle s'exerce sur tous les sujets libres. Regardez la systématisation de la télésurveillance dans le moindre magasin. Regardez la disparition de toute présence humaine dans les transports. On en parlait encore tout à l'heure. Ce sont des modes de contrôle, ça. Le fait de se déplacer dans des espaces parfois très grands sans rencontrer âme qui vive. Il y a même des hôtels qui fonctionnent comme ça. Vous entrez, vous mettez votre carte bleue, on vous attribue automatiquement une chambre, etc., etc. C'est ça la société de contrôle. Contrôle ne veut pas dire que vous soyez, qu'il y a un flic derrière chaque citoyen. Ça veut dire que précisément, on n'a plus besoin d'une surveillance policière humaine pour que la surveillance des citoyens se fasse. La surveillance se fait par les machines. Et on peut toujours savoir à tout moment où vous êtes et ce que vous faites. Parce qu'il y a, comme chez les bovins, une traçabilité. D'ailleurs, oui, je suis un peu ironique, mais là aussi, on a oublié que le concept de traçabilité s'est d'abord appliqué aux bovins au moment de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On sait que c'était le problème de la traçabilité de la viande. Et puis, de fil en aiguille, cela est passé dans la conscience commune et on a oublié qu'à un moment donné, le concept de traçabilité a été récupéré par l'idéologie de la société de contrôle pour s'appliquer à la gestion des populations, à ce que Foucault a appelé dans un de ses séminaires la gestion des populations. Donc la gestion des populations, c'est vraiment le traitement agricole et vétérinaire de la population humaine. On met des puces, comme aux chats, comme aux chiens, etc., etc. On le fait aux détenus, on peut l'imaginer aussi aux malades, aux handicapés. On vous dira toujours que c'est pour des raisons de sécurité. Soyez attentifs au mot d'ordre, au slogan de la sécurité. Qu'est-ce qu'on ne fait pas par sécurité aujourd'hui ? Il y a eu des phénomènes d'aggravation depuis le 11 septembre. Beaucoup de conquêtes démocratiques ont perdu du terrain à cause du slogan de la sécurité. C'est toujours pour des raisons de sécurité. Par exemple, quand vous faites vos courses au supermarché, pour des raisons de sécurité, en général pour votre sécurité, on vous demande d'ouvrir votre sac pour montrer à la caissière que vous n'avez rien à chipper. Mais je ne vois pas très bien le lien entre ma sécurité et le fait que j'ai pu chipper une boîte de sardines. Vous voyez ? C'est simplement un contrôle qui ne veut plus dire son nom. Donc on va impliquer le sujet, lui demander d'être partie prenante de sa propre aliénation. C'est ça l'euphémisation dans la société libérale. C'est qu'on a une sorte de d'un nouveau novlangue, si vous voulez, qui est celui d'un totalitarisme soft. Les sociétés de liberté sous surveillance.
Donc voilà, je vous signale un ouvrage remarquable que je n'ai pas mentionné dans la bibliographie par pure omission. C'est le texte de Gilles Deleuze, consacré à Michel Foucault. Une petite étude parue dans les années 90 aux éditions de Minuit. C'est sans doute l'un des textes les plus remarquables où là, Deleuze, bien plus que Foucault lui-même d'ailleurs, dit que Foucault est un auteur fondamental et que c'est Foucault qui a identifié l'émergence de la société de contrôle. Même si Deleuze lui-même parlait beaucoup de cela dans ses propres entretiens avec Parnet notamment, ou dans ses dialogues, c'est Foucault, dit Deleuze, qui a identifié l'émergence de la société de contrôle, qui est devenue un paradigme universel. Soyez attentifs et attentifs dans votre circulation quotidienne à ce qui est de l'ordre du contrôle. Ça a pris des proportions considérables. Voilà, donc on est dans le régime de la traçabilité bovine, tout en étant dans une démocratie marchande, ça va être de pair d'ailleurs. Voilà. On va faire une pause là et puis après on reprend sur la théorie du discours exposée dans la leçon inaugurale au Collège de France. Bon, ben voilà, je vous propose de reprendre. Ce sera moins long. Donc ce que je voudrais vous présenter maintenant, ce sont les principales idées que Foucault a exprimées dans le texte L'ordre du discours, qui, à mon avis, pour une analyse du discours, est le texte le plus précis et le plus, entre guillemets, utilisable. Alors voilà, ce que dit Foucault dans cette leçon inaugurale, c'est qu'en réalité, il part d'un constat empirique. Je vous cite ces expressions. Il dit qu'on a le sentiment, il y a une omniprésence du discours, c'est son expression, qui est, dit-il, proportionnelle à une apparence de liberté de parole. Ça, c'est très intéressant, c'est l'idée qu'effectivement, on constate que le discours est omniprésent dans toutes les pratiques sociales, mais que, du point de vue subjectif, on a l'impression que tout le monde peut s'emparer du discours, avoir accès à la parole, comme on dit plus simplement. Or, dit Foucault, c'est une illusion subjective, parce qu'il apparaît à l'examen, je le cite toujours, que ce logocentrisme, et je reviendrai sur le terme, a pour condition de possibilité ce qu'il appelle une logophobie. C'est-à-dire que tout le monde parle, ça parle de tous les côtés, il y a du discours en veux-tu, en voilà, à la radio, à la télévision, dans les rues, dans les journaux, dans les rêves, tout ce qu'on voudra. Mais, donc il y a une centralité du discours, le logocentrisme, mais à proportion de cette omniprésence du discours, il y a en réalité, dit Foucault, une logophobie. C'est-à-dire que, contrairement aux apparences, tout le monde n'a pas accès de la même manière au discours et tout le monde ne produit pas également du discours. Donc il n'y a pas d'égalité entre les producteurs du discours. Finalement, c'est comme dans le reste. Il y a les pauvres et les riches, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, l'accès à la parole, comme l'ont déjà montré, comme l'ont montré de leur côté les philosophes du discours, les philosophes du langage ordinaire, est soumis à un certain nombre de règles. Bon. Et c'est en effet ce que montre Bourdieu dans l'ouvrage que j'ai cité, là, qui est connu de tous les pragmaticiens, ce que parler veut dire. Bourdieu, dans les années 80, donc 10 ans après Foucault, on reprend le problème et dans une relecture surtout des pragmaticiens, il dit que l'accès à la parole est soumise à des conditions. Donc ce sont ces conditions-là que Foucault analyse en détail dans l'ordre du discours. Le titre même est révélateur, l'ordre du discours. Il y a un ordre du discours comme il y a un ordre social. Et on est dans l'ordre où on est hors. Il y a des lois du discours, pas du tout au sens seulement linguistique, mais il y a des lois politiques du discours. Et il y a donc, c'est là qu'on vérifie cette idée que l'ordre du discours est un ordre qui aligne, qui exclut, qui répartit et qui domine. C'est ça la problématique du discours chez Foucault. Donc le logocentrisme, j'éclaire volontaire, c'est un terme que Foucault n'a pas emprunté.
inventé, pardon, c'était un terme qu'il a emprunté à la déconstruction de Derrida. Le logocentrisme, c'était un terme qu'on trouve chez Jacques Derrida dans ses travaux sur la critique du cours de linguistique générale de Saussure, justement. Logocentrisme, c'est le grand concept de la déconstruction. Mais entre parenthèses, c'est pas non plus Derrida qui l'a inventé. Ça vient de la philosophie heideggerienne. Et avant Heidegger, ça vient de la philosophie pan-germaniste. Bon, c'est un mot qui a fait couler beaucoup de sang, hein, en réalité, qui s'est neutralisé dans la déconstruction derridienne, mais le logocentrisme, c'est la manière dont les nazis identifiaient le discours qui n'était pas arien. Les sémites étaient logocentristes. Ceux qui ont écrit la Bible et le Coran sont logocentristes. Ils croient en un logos révélé. Donc, méfiez-vous de ce terme-là. Sous la plume de Derrida, le logocentrisme, c'est simplement la critique de la centralité de l'écrit au profit d'un ordre de la parole qui aurait été en quelque sorte secondarisé dans les partages philosophiques qui remontent à Platon. Mais le logocentrisme, c'est un mot dangereux dans l'histoire des idéologies extrêmes. Dans les années 20-30, le logocentrisme, c'est un des maîtres mots du nazisme quand même. Le logocentrisme, c'est la civilisation judéo-chrétienne, c'est la civilisation du livre. Et donc les nazis veulent détruire la civilisation du livre. Donc être accusé de logocentrisme à l'époque, ça vous envoyait à Auschwitz. Hein, donc voilà, il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, les gens ont complètement oublié ça, et puis on critique, et vas-y que je te critique le logocentrisme et le patriarcat, enfin, c'est n'importe quoi, mais l'histoire du logocentrisme, si vous voulez une histoire précise du mot logocentrisme, lisez Jean-Pierre Faye, le premier des grands théoriciens du discours français, auquel Foucault a rendu hommage, Faye étant l'auteur d'une somme que vous connaissez au moins de référence, qui s'appelle « Les langages totalitaires ». Ou bien regardez aussi son introduction au langage totalitaire, qui est paru en poche maintenant. Faye fait l'histoire du concept de logocentrisme, en montrant que c'est un concept idéologique vraiment génocidaire. Donc, bon, voilà, c'est important de le savoir. Alors, quand Foucault utilise ce mot-là, c'est vraiment complètement, évidemment, en dehors de toute référence à cette époque, mais c'est surtout dans un dialogue avec Derrida. Et ce que dit simplement Foucault, il objecte à Derrida, oui, c'est vrai, il y a du discours partout, mais il ne faut pas se fier aux apparences. L'omniprésence du discours est quand même associée, quand on y regarde de plus près, avec ce que lui, Foucault, appelle une logophobie, c'est-à-dire une aversion pour le discours, et plus précisément une aversion pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Donc le discours est excluant. Tout le monde ne peut pas parler pour dire ce qu'il veut. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent, en dépit des pétitions de principe complètement subjectives. Je dis ce que je veux, je pense ce que je veux. Oui, tant que tu veux, mon coco, mais pour parler devant un micro et devant les télévisions, etc., faire une conférence de presse, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est ça l'idée forte de Foucault. C'est qu'il y a des conditions d'accès à la parole. Ce que montre aussi Bourdieu, mais ce que montre Austin, ce que montre Benveniste. Mais lui, il le fait dans un cadre qui est celui de l'archéologie du savoir. C'est à mon avis beaucoup plus structuré parce qu'il y a une perspective généalogique qu'il n'y a pas chez les autres auteurs. Alors, voilà ce que dit Foucault, je vous le dis si ça vous intéresse. Il dit sous cette apparente logophilie, c'est-à-dire sous l'apparence d'un amour démesuré du discours, de tout le monde pour le discours, se cache une sorte de crainte. Tout se passe comme si des interdits, des barrages, des seuils et des limites avaient été disposés de manière que soit maîtrisée, au moins en partie, la grande prolifération du discours. Donc en fin de compte, ce qu'on perçoit subjectivement comme une prolifération immense et constante du discours est en réalité soumis à des interdits, des limites, des barrages, des seuils d'accès. Donc voilà le point de départ de Foucault. Et donc son ambition dans sa leçon inaugurale de 70, c'est de décrire très précisément l'ensemble des procédures qui garantissent l'accès au discours.
Alors, comme vous le voyez sur le schéma, je les ai mis en gras et après on va les détailler. Il y a 3 types de procédures. D'abord, ce qu'il appelle des procédures externes, puis des procédures internes et enfin des procédures de mise en jeu. Alors, on va détailler toutes ces procédures. Je vais aller à l'essentiel. Ça nous permettra d'avoir du temps pour le débat. Tout d'abord, dans les procédures externes, il entend par procédure externe précisément les procédures d'exclusion qui vont structurer en fait un ensemble de partages qui sont en quelque sorte les premières conditions de délimitation de l'espace discursif. Il y a un partage qui est le partage entre le permis et l'interdit, ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Le partage entre l'inclusion et l'exclusion, là aussi une coquille, excusez-moi, et le partage entre le vrai et le faux. Alors qu'est-ce que c'est que le premier partage ? Le premier partage, c'est, comme le dit Foucault, le fait qu'on n'a pas le droit de tout dire, on ne peut pas parler de tout dans n'importe quelle circonstance, et n'importe qui ne peut pas parler de n'importe quoi. Donc ça met en jeu 3 types d'interdits, des tabous d'objets. Par exemple, on ne peut pas parler... autrefois, on ne pouvait pas du tout parler de la sexualité. Aujourd'hui, on peut en parler, mais tout de même, on ne peut pas tout dire, sauf si on prend des bouquins d'auteurs provocateurs, etc. En politique, pareil, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui du politiquement correct, quand même. C'est ça, je vais attirer votre attention sur une expression qui n'existait pas à l'époque de Foucault, mais il y avait déjà des tabous, des sujets tabous en politique. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une façon de parler de la politique qui comporte son périmètre, ses frontières, ses limites. Il y a des endroits où il vaut mieux éviter certains sujets, sinon on se fâche avec les gens, etc. Deuxièmement, il y a les interdits qui portent sur le rituel de la circonstance. Là aussi, c'est le fait que des thèmes sont privilégiés dans certains contextes, à l'exclusion d'autres. Mais il y a aussi des interdits qui portent sur le droit privilégié ou pas du sujet qui parle. C'est-à-dire que là aussi, comme l'ont montré les pragmaticiens, être énonciateur, c'est avoir voix au chapitre. Donc tout énoncé n'est pas pertinent venant de n'importe qui. On peut produire des énoncés qui sont frappés de nullité si on n'a pas l'autorité pour en faire de véritables actes de parole. Si je décrète l'état d'urgence et que je suis juste quelqu'un qui délire dans son coin, ça ne va pas avoir le même effet que si c'est le président de la République. D'accord ? Voilà. Maintenant, il y a toujours dans les procédures externes une fonction d'exclusion qui tient à ce qui conditionne, je dirais, le statut de droit, de sujet de droit, le partage inclusion-exclusion. Il y a des gens qui sont pris au sérieux parce qu'on les juge raisonnables, et d'autres qu'on ne prend pas au sérieux parce qu'ils sont fous ou mineurs. Donc ça fait partie aussi de l'ordre du discours. Et puis il y a aussi ce que Foucault appelle le partage vrai-faux, et qui là touche plutôt à la structure des épistémés. Il dit que tout épistémé produit un régime de vérité, on l'a vu tout à l'heure avec les attitudes et les catégories dominantes, et que la volonté de savoir, même si elle est humaine, même si elle est transversale, transhistorique, elle va quand même s'actualiser dans ce qu'il appelle les normes du vrai discours, ou du discours vrai. Alors par exemple, là aussi ça fait partie des évidences de notre époque, puisque la science est la religion contemporaine, le sens commun a une conception du vrai et du faux qui est quand même très marquée par la conception scientifique, par ce qu'on pourrait appeler l'ontologie référentielle. Quand les gens disent c'est vrai, c'est faux, c'est sous-entendu, c'est vérifiable ou ça ne l'est pas expérimentalement. Or, ce que veut dire Foucault, c'est que la notion de vérité et de fausseté n'a pas toujours été subordonnée à une conception référentielle de l'ontologie. Vrai et faux, ça peut aussi se dire d'un point de vue moral, mais ça, ce n'est pas vérifiable. C'est une question de justesse et presque de, de pertinence du jugement. Vous voyez ? Un bon conseil et un mauvais conseil, ça ne se vérifie pas avant qu'il ait été ou pas suivi, mais on peut dire d'emblée c'est vrai ou c'est pas vrai, au sens où il y a une sorte de présupposé qui tient à la sagesse, par exemple, de celui qui donne le conseil.
Mais donc dans l'épistémée postmoderne, le vrai et le faux ont pour régime de vérité la référence scientifique. Donc c'est ça le partage vrai-faux dans l'épistémée postmoderne. Le discours vrai, c'est le discours scientifique. Ce qui veut dire quoi? Que, incidemment, tout discours qui n'est pas garanti par la science ou la norme de la scientificité telle qu'on la comprend aujourd'hui n'est pas un discours sérieux, entre guillemets, n'est pas un discours vrai, ça n'est pas non plus un discours faux, donc c'est un discours négligeable. Alors c'est problématique, parce que ça va du coup, en effet, exclure de l'ordre de la pertinence un ensemble de pratiques et sociales et discursives qui ne sont pas labellisées par la science. La poésie, aujourd'hui, c'est ni vrai ni faux, tout le monde s'en fout. On peut toujours chanter dans son coin, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai en un sens moral ou éthique ou esthétique, mais ça veut dire que ça ne participe pas du régime de vérité tel que l'a construit l'épistémée scientifique. D'accord? On pourrait étendre les choses. Allez, j'y retourne avec mon ironie. Est-ce que l'analyse du discours, c'est vrai ou c'est faux dans l'épistémée postmoderne? Qui ça affecte l'analyse du discours aujourd'hui? Donc, vous voyez, choisir bien ces sujets et l'usage qu'on va en faire. Parce que si on veut être présent dans la société, ça vaut peut-être le coup, par exemple, de critiquer le discours scientifique. Peut-être que là, il se sentira interpellé. Mais si on parle entre nous, ben, on aura l'illusion subjective de transformer les choses, mais on aura juste écrit quelques pages, le plus ou le moins, c'est tout. Donc, soyez attentifs au fait que les normes du discours vrai, c'est quelque chose qui conditionne la pertinence du discours et surtout la qualité de la réception. Parler en tant que scientifique, ce n'est pas la même chose que parler en tant que poète. Donc, le régime de vérité va sanctionner la nature du discours. Et donc, la qualité de la réception ne sera pas la même. On ne va pas écouter de la même manière un écologiste et un poète, même s'ils peuvent dire la même chose. C'est exprès que je prends cet exemple. Autre procédure, ce que Foucault appelle les procédures internes. Alors là, vous l'avez sur le schéma, elle délimite la fonction de limitation de l'ordre du discours. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction de limitation? C'est le fait d'une certaine manière, appréhender le périmètre même du discours. Il y a, dit Foucault, des discours fondateurs qui posent un principe d'identité. Alors, les discours fondateurs, c'est ce qui, d'une certaine manière, donne les directions principales dans une société. Le discours du droit, le discours des religions, tout ça sont les discours fondateurs. Et puis, qu'est-ce qui, par rapport au discours fondateur, va exercer un contrôle? C'est ce que Foucault appelle la tradition du commentaire. C'est-à-dire que... vous n'avez pas un fusil, non? Le discours fondateur, en fait, il va commander des formes de répétition. Le discours fondateur va orienter des pratiques culturelles. Donc, il y a ceux qui formulent les discours fondateurs, et puis il y a ceux qui les reprennent. Je prends un exemple très simple. Nous sommes dans le champ de la linguistique. Il y a des discours fondateurs en linguistique. Il y a le discours de Saussure, il y a le discours de Foucault. Si on est linguiste, on est censé connaître ces discours fondateurs, et puis à partir de là, si on n'a pas inventé soi-même de discours fondateurs, on s'inscrit dans ce qu'on appelle un paradigme. Bon. Or, qu'est-ce que font... c'est parfaitement digne, il n'y a pas de critique là. Qu'est-ce que font les gens qui s'inscrivent dans une tradition de discours, tradition discursive, dit Magno, donc c'est un lecteur de Foucault. Qu'est-ce que font les gens qui s'inscrivent dans une tradition de discours? Eh bien, ils répètent et ils élaborent les concepts du discours fondateur. Ils les mettent à l'épreuve, ils s'en servent comme des outils d'enquête, etc. Autrement dit, au-delà des discours fondateurs, on a des traditions de commentaires. Et on peut considérer qu'une grande partie de la recherche, y compris scientifique, fait partie de la tradition du commentaire. Il faut vraiment qu'il y ait une rupture dans l'ordre du savoir, dans l'ordre du discours savant, pour que la tradition de commentaire soit elle-même modifiée.
Sinon, ça peut durer des siècles. Alors, je fais un parallèle culturel. Ça nous fait penser à la notion de paradigme, ça, qu'on retrouve chez Kuhn, par exemple. Il y a une science normale, ce qui peut fonctionner tant qu'il n'y a pas de production de nouveaux savoirs. Bon. Maintenant, les procédures internes, elles s'exercent aussi en termes de limitation à l'accès à l'ordre du discours, s'agissant cette fois-ci de ceux qui produisent ce discours. Il y a toujours des sources du discours. Bon, ça rejoint la problématique de la source de l'énonciation. Dans l'ordre de l'écrit, c'est ce qu'on appelle l'auteur. Donc il y a des procédures d'attribution du discours. Là aussi, c'est historiquement daté. Vous savez sans doute qu'on ne parle pas d'auteur en Occident avant la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. La signature, c'est quelque chose qui apparaît tardivement. Sinon, tout est une œuvre collective, d'une école, d'un maître et de ses élèves, etc. Donc là aussi, ça va de pair avec la construction du concept de sujet, du statut de sujet. La procédure d'attribution suppose qu'il y a une individualité reconnue comme telle. Et puis enfin, dans les procédures internes qui garantissent la fonction de limitation, on a tout ce qui concerne l'organisation même des disciplines à l'intérieur desquelles se situent les sujets. Donc on a un jeu étroit, dit Foucault, entre la construction des disciplines et les disciplines elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une discipline, elle est constituée avec, vous avez ça dans la troisième colonne, point 2, un domaine d'objets. Par exemple, les linguistes, ils parlent de quoi? Ils parlent de signes ou de discours, ou d'objets de discours, des méthodes, en fonction des doctrines, de corpus de propositions qui sont tenues pour vraies. Par exemple, nous admettons, jusqu'à preuve du contraire, qu'un signe, c'est un signifiant, un signifié. Donc, ce sont nos concepts organisateurs. Et nous découpons les corpus ou les données linguistiques en fonction de ces concepts qui sont les concepts de notre domaine d'objets. Et enfin, nous avons des dispositifs de règles de définition, de techniques et d'instruments. Alors, si on prend le domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, plus ou moins, eh bien, il y a une certaine instrumentation. On peut travailler avec des logiciels, on peut travailler avec l'informatique. Voilà. Donc, il y a aussi une extension du domaine d'objets et des dispositifs instrumentaux. Et puis enfin, il y a ce que Foucault appelle des procédures d'appropriation et de raréfaction, qui sont à proprement parler les procédures de mise en jeu du discours. Ces procédures de mise en jeu, elles concernent quatre domaines. Il y a ce qu'il appelle les rituels de communication, c'est-à-dire que, encore une fois, prendre la parole, c'est prendre la parole d'une certaine manière. Donc ça nous renvoie finalement à toute la problématique qu'on connaît bien en littérature des genres, par exemple. On s'exprime d'une certaine manière selon les contextes, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc ça demande une qualification. Ça fait écho d'ailleurs avec la dernière ligne qui est la problématique de l'éducation et de la répartition. J'attire votre attention sur le fait qu'on a quand même un écho important par rapport à la théorie de l'idéologie d'Althusser. Parce que qu'est-ce que nous dit Foucault? Exactement comme Althusser, qu'un sujet, au fond, c'est quelqu'un qui est interpellé, c'est-à-dire qui est introduit dans un certain ordre idéologique. Et en fait, si nous sommes pris au sérieux en tant que linguistes, c'est parce que nous avons suivi des études de linguistique. Donc nous avons un degré de qualification dans ce domaine. L'éducation que nous avons reçue à l'université, l'instruction que nous avons reçue à l'université, nous inscrit dans un certain rapport entre le savoir et le pouvoir. Nous sommes qualifiés, donc nous avons un certain pouvoir, au moins un pouvoir théorique, qui est fonction de notre compétence théorique. D'accord? Donc le rapport entre savoir et pouvoir. Et puis, c'est pas tout, Foucault élargit le spectre de l'analyse en prenant en considération ce qu'il appelle les sociétés de discours. Les sociétés de discours, ce sont les appartenances. On peut être un lettré ou un intellectuel, mais ce n'est pas la même chose d'être un écrivain de littérature, d'être un chercheur d'université, ou d'être un poète, ou d'être un
un compteur itinérant. Tout ça fait partie de statuts qui sont bien définis et qui fait que les appartenances, elles sont elles-mêmes qualifiées en groupe d'appartenance, institutionnelles ou pas. C'est pour ça qu'il est très difficile, par exemple, d'être un chercheur indépendant. Qu'est-ce que c'est qu'un chercheur indépendant? Un chercheur indépendant, c'est quelqu'un qui peut en effet avoir l'éducation, la qualification, la connaissance, le diplôme, mais qui peut refuser les appartenances. C'est dangereux. Ça peut vous marginaliser complètement. Donc ça vérifie, vous voyez, à mesure qu'on passe en revue les différentes procédures de l'ordre du discours, le fait qu'en effet, le discours obéit à un certain nombre de contraintes, de procédures externes, internes, de mise en jeu. Dans les sociétés de discours, on a plusieurs paramètres là aussi. On a le fait que une société de discours conserve son savoir. Les linguistes transmettent leur savoir entre eux. Les médecins transmettent leur savoir entre eux, les physiciens, etc., etc. Donc on a une dialectique entre la conservation et la production. Ce que veut dire Foucault, c'est que l'originalité est rare, pour dire les choses clairement, et que l'innovation peut être sanctionnée. C'est important aussi, ça. Donc l'ordre du discours n'est pas forcément l'ordre du renouvellement, c'est un ordre conservateur. Donc si vous avez trouvé une idée nouvelle, n'allez pas trop tôt crier au génie, ça peut vous coûter votre carrière. L'originalité n'est pas encouragée par les institutions, c'est ce que veut dire Foucault. Il n'y a pas d'interchangeabilité, dit Foucault, entre la production et la réception. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui reçoivent. Ça, c'est aussi un des traits de l'ordre du discours. Par exemple, Foucault lui-même publie des bouquins, il produit, et puis il y a tous ceux qui le lisent, qui le reçoivent. Bon. S'identifier à Foucault, ça n'est pas être Michel Foucault. Je dis ça pour les commentateurs. Donc, on a aussi toute une problématique dans l'ordre du discours qui est d'ordre psychanalytique. Il y a la dimension de l'imaginaire et du fantasme. On peut être un Foucault du dimanche, si vous voulez. On peut être aussi un Foucault du lundi, hein, c'est pas le problème. Mais je veux dire par là que l'innovation est rare. C'est ce que veut dire Foucault lorsqu'il parle de l'ordre du discours, du début jusqu'à la fin. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la dimension du secret. C'est le seul à avoir attiré l'attention des lecteurs sur cet aspect-là. La dimension du secret. Une société de discours, c'est en fait une société secrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des rituels d'initiation. Pour faire un doctorat, il faut combien d'années? 3. Ouais, mais une fois qu'on a sa maîtrise. Ah oui, 8. Ah ouais. Il faut au moins 8 ans. Attendez, si on est très rapide, 3 ans de licence, 2 ans de master, 5, et 2 si on est vraiment rapide pour faire sa thèse. 7 ans minimum. Donc c'est une initiation de 7 années. C'est beaucoup. Dans la société contemporaine, il faut des moyens. Donc n'est pas initié qui veut. Donc l'appartenance à une société de discours, ça se paye. Ça se paye cher. Ça peut se payer de l'exclusion sociale. Peut-être que tout le monde n'est pas... bon, c'est une question de situation socio-économique. Mais une fois qu'on y est, on y est. Et à ce moment-là, on fait suer les autres. Et comment? En leur donnant des examens et des devoirs. C'est-à-dire qu'à leur tour, de passer 7 ans s'ils veulent être docteurs. D'accord? Donc le secret, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dispenser le savoir au compte-gouttes. Et puis même, quand vous l'avez dispensé au compte-gouttes, c'est pas pour ça que celui qui vous a écouté aura la même compétence que vous. Ce que veut dire Foucault, c'est qu'il y a une relation entre la compétence et le secret, parce qu'en transmettant, vous n'êtes pas dépossédé de votre compétence. C'est pas comme si vous aviez 1 euro et que vous le donniez à quelqu'un. Ce que vous donnez, vous le conservez. C'est ça la transmission. Et donc c'est aussi la dimension conservatrice de la transmission.
C'est pour ça que Foucault attire toujours l'attention du lecteur sur la dimension de rétention du pouvoir dans la pratique sociale. La compétence, on l'exerce, mais on ne la perd pas en l'exerçant. Ça, c'est fondamental. C'est un facteur de conservatisme. Et puis enfin, il y a un phénomène qui est bien connu, peut-être auquel on est plus sensible dans les sociétés traditionnelles ou quand on les a approchées, ou tout dépend des milieux. Mais enfin, ça existe, il suffit quand même d'avoir un peu d'esprit critique. Il y a un rapport entre la doctrine et la diffusion, c'est-à-dire que l'appartenance à une société de discours est subordonnée au fait de respecter les règles de cette communauté et le lien à la notion de vérité que se fait cette communauté. Autrement dit, à travers cette subordination se joue une dialectique entre l'orthodoxie et l'hérésie. On est dans la ligne ou on n'est pas dans la ligne. C'est la même chose dans les partis politiques. Et c'est là que les choses sont les plus sensibles, sans doute. Mais aussi, ça semble moins le cas à notre époque parce que finalement, il y a une très grande licence. Mais la problématique de l'opinion est au cœur des communautés de discours. C'est-à-dire que vraiment, il y a une orthodoxie. Elle est respectée ou elle ne l'est pas. Quelqu'un qui ne respecte pas l'orthodoxie peut éventuellement être exclu du groupe, faire l'objet d'une mise en quarantaine, être exclu véritablement, c'est-à-dire montrer du doigt, critiquer, etc. Bon, ça c'est très manifeste dans les phénomènes politiques, tant qu'il y a des partis politiques traditionnels. Donc en résumé, l'ordre du discours, c'est l'ensemble des procédures d'accès à la parole. Tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi, et pour avoir accès à la parole, il faut passer par toutes ces procédures de qualification. C'est-à-dire finalement passer tout un cursus qui est un cursus de sélection. Donc c'est ça qui est très intéressant chez Foucault, parce que dans ce texte-là, il n'analyse pas une institution en particulier, il analyse les règles qui sont constitutives de tous les discours, de toutes les pratiques de discours. Et donc il ne parle pas du discours ordinaire, du discours quotidien, il parle du discours en tant qu'il est produit par des pratiques sociales spécifiques et qui toutes mettent en œuvre ou supposent des procédures externes, internes et de mise en jeu. Donc c'est l'occasion de prendre conscience de tout cela, parce que nous-mêmes, nous avons tendance à, comme tout le monde du reste, à être dans une circulation assez floue entre nos domaines de compétences et le domaine de l'espace public. Donc là où effectivement on peut avoir l'illusion de la logophilie ou de l'omniprésence du discours et du logocentrisme, c'est dans la vie quotidienne, où apparemment les hiérarchies sont effacées ou estompées ou invisibles. Mais dès lors qu'on est dans un domaine de pratique, on s'aperçoit que l'ordre du discours est très prégnant. Et qu'à ce moment-là, à l'université, on voit bien qu'il y a des places. Il y a les étudiants, il y a les profs, il y a les touristes, etc. Il y a les visiteurs. Bon. Donc, il y a des statuts. Et les statuts sont produits, sont subordonnés à l'ensemble de ces procédures, externes, internes et de mise en jeu. Donc, ça vaut la peine de revenir sur cela et de s'interroger sur, effectivement, notre place et la façon dont nous occupons cette place dans nos domaines de compétences. Ça peut nous donner une idée du statut de ceux qui ne sont pas dans les mêmes domaines, pour comprendre que malgré tout sujet, et là on a une grande réflexion donc sur le statut de sujet, qu'est-ce que c'est être sujet? C'est comme d'une certaine manière Althusser, mais avec des points de départ différents et des méthodes différentes. Être sujet, c'est être constitué par un ordre social. Voilà, merci de votre attention. J'ai laissé délibérément du temps pour l'échange éventuel. Voilà. Mais je pense qu'avec tous ces éléments, vous avez de matière à peut-être lire de manière plus maîtrisée une œuvre aussi protéiforme que celle de Michel Foucault. Voilà, merci de votre attention.